Nous sommes le 31 mars 1970 dans un avion d'une compagnie aérienne japonaise. Tout le monde semble tendu à bord. On n'entend que le bruit constant des moteurs. Personne n'ose parler à voix haute. Seuls des chuchotements se font entendre. Et ces derniers retranscrivent de l'inquiétude. En effet, les passagers ont le visage déformé par la peur. Ils savent ce qu'il va leur arriver. Un crash ? Non, ce n'est pas aussi simple. L'avion a l'air stable et à travers les hublots, on peut voir que le temps est dégagé. Soudain, un autre bruit de moteur. Avec ce bruit, pas de doute. C'est un avion de chasse. On sent qu'il est passé juste au-dessus de l'appareil. L'instant d'après, on entend de l'agitation du côté du cockpit. Les pilotes répètent frénétiquement une phrase, mais depuis le côté passager, on peine à distinguer les mots. Chacun tend l'oreille pour essayer de déchiffrer ce qu'ils disent, mais d'un coup, un bruit assourdissant retentit dans la cabine de l'appareil. C'est le bruit des impacts de balles qui transpercent la carlingue de l'avion. Le bruit est si fort que les cris des passagers n'arrivent pas à les masquer. Pour eux, leur dernière heure a sonné. C'est en tout cas ce que nombre d'entre eux pensent à ce moment précis. Pourtant, après à peine quelques secondes, les tirs s'arrêtent. Plus un bruit, l'attaque semble terminée. Pourtant, les Japonais dans le vol numéro 351 ne sont pas encore tirés d'affaire. Konbanwa, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, et je sais, oui, ça fait longtemps. Vous le savez peut-être, mais j'entretiens une relation assez particulière avec ce format. Je n'ai pas envie de le sponsoriser étant donné la nature de ce que je raconte, et en même temps, il me demande énormément de ressources et de temps. Ce qui veut dire globalement qu'il a toujours été fait à perte. Et en même temps, je me suis découvert une véritable passion pour la narration de ce genre d'histoire. Aller fouiller les archives, reconnecter les éléments historiques, comprendre pourquoi tel ou tel événement s'est produit à cette date précise. Je vous jure, franchement, j'ai envie de dire limite essayer parce que c'est passionnant. Sans compter bien sûr le fait qu'on voyage également dans la psyché des criminels, et c'est très intéressant de savoir comment ce genre de personnes raisonnent. Mais je pense que tout cet engouement, voilà, vous le ressentez à travers la caméra. Et je pense que vous me voyez venir, mais effectivement, depuis 1 an maintenant, je travaille sur des podcasts horreur. Et c'est bon, je peux enfin vous les présenter, ils sont sur la plateforme Audible. Ils savent qu'après sa journée de travail, plus personne n'a croisé Junko. Le père se précipite vers le téléphone, espérant entendre la voix d'un policier chargé de l'enquête. Papa ? Mais ce n'est pas un policier. Papa ? Une contraction glacée parcourt le corps du père. Il entend au bout du fil la voix de sa fille, calme et quelque peu fébrile. Dans la précipitation, il l'assène de questions. « Où es-tu? Tu vas bien? Pourquoi tu as disparu ?» La mère accourt vers le téléphone pour entendre la voix de sa fille. Le petit silence qui suit semble durer des heures pour les deux parents. Là, vous venez d'écouter un court extrait de l'histoire de Junko Furuta, pour les plus connaisseurs. Alors pourquoi sur Audible? Parce que c'était tout simplement les seuls qui pouvaient m'accompagner dans une création audio aussi poussée. Et aussi parce qu'ils vous offrent 2 mois gratuits sans engagement, voilà, avec mon lien dans la description. Il suffit juste de s'inscrire, et ils m'ont demandé de vous prévenir qu'ils ne prélèvent pas. Pour des raisons légales, ça simule juste un paiement de 9,95, mais vraiment ne vous inquiétez pas, j'ai fait la manip moi-même et j'ai pas été débité. Ça reste bel et bien gratuit pour 2 mois. En plus, je vous avoue, ils sont assez réglo parce qu'ils vous envoient un mail 5 jours avant le renouvellement. Après ça, c'est 9,95 par mois, et c'est toujours résiliable à tout moment. Mais vraiment, pour en revenir à mes podcasts horreur, je suis très content que ça sorte enfin. La série s'appelle Jiken et ça veut dire incident en japonais. Et je sais que des gens seront potentiellement déçus de ne plus avoir, voilà, le côté visuel d'une vidéo. Mais vous allez voir que les vidéos, c'est peut-être pas fini. On a même utilisé de la technologie binaurale, c'est-à-dire que quand un criminel va venir chuchoter à l'oreille de sa victime, vous allez vraiment ressentir qu'il est juste à côté de vous. Bref, je suis convaincu que si vous aimez ce format de vidéo, vous allez adorer la série Jiken. Dans la série, vous allez retrouver des histoires célèbres comme Junko Furuta, la secte Aum, des un peu moins connus comme l'empoisonneuse au curry ou encore le massacre d'Akihabara. Je pense que ça se voit, je suis vraiment très content de ces podcasts. Et pour en finir avec ça, voilà, j'ai potentiellement, je dis bien potentiellement, une série Prime Video qui est en négociation en ce moment. Donc si j'arrive à leur prouver qu'il y a vraiment un public pour ce contenu horreur fait par moi, eh bien ils me feront encore plus confiance. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vraiment avoir une série, ce serait tellement une consécration monumentale pour ce format. Bref, voilà, le lien est dans la description, mais arrêtons de digresser. Il est temps de se recentrer sur l'histoire de cette vidéo et je peux vous garantir que j'ai gardé la meilleure pour la fin. Il y a un plot twist d'ailleurs, ça m'étonnerait que vous le voyiez venir. Comme vous vous en doutez, les faits sont réels et facilement vérifiables. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le récit. 31 mars 1970. Nous sommes dans l'aéroport de Haneda, il est très tôt, et pourtant ce mardi matin, les décollages s'enchaînent déjà. Mais c'est un vol en particulier qui va nous intéresser, le vol numéro 351 de la Japan Airlines, piloté par Ishida Shinji. Ce monsieur et son équipage sont chargés d'assurer la liaison entre Tokyo et Fukuoka.
Au programme, 7 membres d'équipage, 131 passagers pour un peu plus de 2 heures de vol. À la porte d'embarquement, peu de temps avant le décollage, on peut voir que le profil des passagers est assez varié. On y voit une famille qui part ensemble pour les vacances de printemps, des étudiants qui partent dans le sud pour faire la fête, ou encore des businessmen en voyage d'affaires. Tous sont excités, impatients ou stressés. Les hôtesses accueillent les passagers dans l'avion et ils embarquent tous à l'heure. Ah non, il y a un retardataire, mais rien de grave. Avec 11 minutes de retard, il ne devrait pas y avoir de conséquences. Les procédures habituelles sont complétées et l'avion décolle depuis Haneda à 7h21. « 7h33. L'avion est dans les airs depuis maintenant plusieurs minutes. Le voyant qui indique aux passagers de garder bien attaché leur ceinture est toujours allumé. En revanche, il y a un autre indicateur qui vient de s'éteindre. C'est le voyant pour l'interdiction de fumer. Effectivement, dans les années 70, il était encore courant de fumer dans un avion. Cette interdiction ne s'appliquait en vérité qu'au décollage et à l'atterrissage. Depuis les hublots du côté droit de l'avion, les passagers admirent le mont Fuji. Le temps est dégagé, donc depuis les airs, les Japonais n'en perdent pas une seule miette. Pourtant, à bord, des personnes ne semblent pas être concernées ou même intéressées par ce spectacle. Ils ont l'esprit focalisé sur autre chose. Il s'agit des étudiants qui sont montés à bord. Ils sont 9 et ils sont répartis un peu partout dans l'avion. Depuis plusieurs minutes, leurs regards se croisent, leurs visages les démangent, leurs dents grincent et leurs mains sont moites. Soudainement, un des étudiants se lève et crie « Yosh, yarodomo !» À la main, il a un katana et instantanément 8 autres hommes dans l'avion se lèvent avec des armes blanches à la main eux aussi. Ils crient et demandent aux passagers de ne pas bouger et de les écouter. Face à ça, la première réaction que vont avoir les passagers, c'est l'indifférence. Pour donner un peu de contexte, il faut se rendre compte qu'à l'époque, le Japon n'avait jamais connu un hijacking, un détournement d'avion. Déjà rien que le fait qu'il n'y avait à l'époque pas ou peu de contrôle en dit long sur leur naïveté. Mais ils vont comprendre très rapidement que c'est bel et bien la réalité. Lorsqu'un homme se lève et se fait violemment tabasser, là, ils comprennent dans quelle situation ils sont. Mais maintenant, tout le monde comprend que ce sont eux qui ont le contrôle de l'avion. De l'autre côté, le pilote et le copilote entendent de l'agitation du côté des passagers. Ils n'ont même pas le temps de réagir qu'ils entendent déjà des coups lourds s'abattre sur leur porte. Les pirates en effet essayent d'enfoncer la porte pour avoir accès au cockpit. Le pilote Ishida et le copilote comprennent la situation. Ils font face au premier détournement d'avion de l'histoire du Japon. La porte finit par céder. Les pirates rentrent dans le cockpit et les pilotes gardent fermement leurs mains sur leur commande. Ils ne se retournent même pas. Ishida Shinji est un pilote vétéran. C'est peut-être sa première fois, mais il ne se démontera pas. Même avec une lame placée sous sa gorge, il garde son sang-froid. En effet, ce qui semble être le leader des pirates menace lui-même Ishida. Ce ravisseur, on va l'appeler Aka, et Aka ne va pas tarder à dévoiler ses intentions. Nous faisons partie de l'armée rouge. Écoutez-nous et tout se passera bien. Désobéissez-nous et on fait sauter l'avion. Donc prenez la direction de Pyongyang. Les menaces des pirates ne sont clairement pas des paroles en l'air. Ils ont véritablement réussi à rapporter des bombes dans l'avion. Mais alors ces pirates des airs, cette armée rouge, qui sont-ils ? Nihon Sekigun en japonais, l'armée rouge ou encore la brigade internationale anti-impérialiste. Tout commence en 1968 au Japon où une mobilisation étudiante s'organise pour protester contre le gouvernement et ses décisions. Chez les jeunes, on remet en cause et on ne supporte plus ce système traditionnel. On peut comparer ça au mouvement qu'on a eu aussi en France en mai 68. Sauf qu'au Japon, ça va se radicaliser très vite. L'armée rouge va se créer et planifie même des attaques militaires. Nous sommes alors en 1969, soit un an avant le détournement de l'avion, quand 53 membres de la faction armée rouge japonaise sont arrêtés avant qu'ils agissent militairement pour enlever le Premier ministre. C'est donc en réponse à ces arrestations que l'armée rouge agit aujourd'hui dans l'avion. Derrière cet acte, le véritable objectif de l'armée rouge, c'est de mettre le feu aux poudres. Ils veulent que les partisans communistes du monde entier agissent comme ils ont agi. Ils montrent que leur force est bien réelle et qu'ils ne sont pas à prendre à la légère. Pour ce qui est de la destination, Pyongyang, elle est logique. C'est une ville en Corée du Nord. Pour le groupe communiste japonais, en arrivant là-bas, ils pensent sans doute être acclamés en héros après avoir volé un avion d'un gouvernement impérialiste. Ces pirates de l'armée rouge, eh bien pour la plupart ce sont des étudiants de l'université de Tokyo et de Kyoto, qui sont d'ailleurs assez prestigieuses. Pour vous dire, le plus jeune n'a que 16 ans et il est encore au lycée. Dans le groupe de ravisseurs, il y a même aussi une petite star, le bassiste du groupe Hadaka no Rarizu, un groupe émergent ces dernières années. Pourtant leur détermination et leurs armes sont bien réelles. Ils ont des katanas, des bombes et également des pistolets. Les armes blanches et les explosifs démontrent une préparation en amont très méticuleuse. Malheureusement aussi préparés qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas prévoir qu'ils tomberaient sur le pilote, Ishida Shinji. Car celui-ci, après quelques échanges avec son ravisseur Aka, va tenter un coup de poker monstrueux. Il n'y a pas assez d'essence.
Il fait croire aux pirates qu'il n'a pas assez d'essence pour aller jusqu'à Pyongyang. En entendant cette réponse, le leader Aka hésite. Il essaie de percevoir si oui ou non Ishida dit la vérité. En vérité, il flaire quelque chose, mais il ne peut pas se permettre de s'écraser en pleine mer juste à cause d'une panne de carburant. Ishida rajoute aussi le fait qu'il n'a aucun intérêt à désobéir à Aka, sachant que la vie de ses passagers en dépend. Le leader décide donc d'écouter le pilote. L'avion atterrira à Fukuoka comme prévu initialement, il fera le plein et il repartira pour Pyongyang. Le pilote du vol numéro 351 qui est Ishida prend alors doucement le téléphone pour donner les informations à ses passagers. Bonjour mesdames et messieurs, un groupe nommé l'Armée Rouge vient de prendre le contrôle de cet avion. Pour votre sécurité et celle des autres passagers, je vous demande de ne rien tenter à l'encontre de ce groupe. Dans sa voix, on sent qu'il tente de rester le plus calme possible pour ne pas éveiller la panique chez les passagers. Une fois cela fait, le pilote avertit également les tours de contrôle japonaises pour prévenir que l'avion vient d'être détourné. Pendant ce temps, de l'autre côté, le reste des pirates n'ont pas perdu leur temps. Ils ont ligoté tous les hommes de l'avion en les plaçant près des hublots. Comme cela, sur les places près du couloir, là où ils pourraient être attaqués, il n'y a que des femmes et des enfants. Et c'est comme ça que commence l'histoire de la plus longue prise d'otage du Japon. Le reste du vol se déroule dans le silence et la peur. Mais au bout de plusieurs dizaines de minutes qui semblent durer des heures entières pour les passagers, ils aperçoivent à travers le hublot l'aéroport de Fukuoka. 8h59. Ce que vous voyez ici, ce sont les vraies images de l'atterrissage du vol 351 à l'aéroport de Fukuoka. Bien sûr, en apprenant la nouvelle, les autorités japonaises ne sont pas restées les bras croisés. Une multitude d'hommes se regroupent en dessous de l'avion, soi-disant pour effectuer des contrôles de routine. Tantôt c'est le pneu, tantôt c'est les freins qui sont à revoir. En communication avec l'équipe au sol, la tour de contrôle demande au pilote de faire descendre les passagers pour réviser les freins plus facilement. Non, les passagers ne descendront pas! Ishida, en criant, a même surpris le leader des ravisseurs. Le pilote a en effet reconnu que ce contrôle n'était qu'une manœuvre pour faire libérer les otages. Et il a préféré s'énerver lui, plutôt que de contrarier Aka, et c'est très malin. C'est une manière pour lui de prévenir les autorités japonaises que les ravisseurs sont bien armés et bien déterminés. Et en plus, ça permet de gagner un petit peu la confiance de Aka. Entre temps, le gouvernement a établi 3 plans pour essayer de clouer au sol l'avion numéro 351. Faire semblant que le moteur flambe pour que les ravisseurs sortent, crever les pneus de l'avion, faire semblant d'apporter de l'essence et mobiliser les forces d'intervention. Mais à chaque fois, les responsables de l'aéroport se sont opposés à ces tactiques pour protéger les lieux et la vie des passagers. Tout ça ne devient plus qu'une mascarade pour essayer de gagner le plus de temps possible, et les ravisseurs s'en aperçoivent. Ça va les mettre sur les nerfs et en un sens, la stratégie fonctionne. La faction de l'Armée Rouge commence à perdre patience. 10h12. Cela fait déjà plus d'une heure que l'avion a atterri à l'aéroport de Fukuoka et les contrôles s'éternisent. Dans l'avion, il faut se rendre compte que comme les moteurs sont éteints, la chaleur devient absolument infecte. Enfin, je veux dire, c'est étouffant, on n'arrive plus à respirer et on ne sait pas quand cette situation va s'arrêter. Soudain, sans monter dans l'avion, les autorités japonaises donnent une carte papier au pilote pour sa prochaine destination. La carte est détaillée, Ishida comprend alors que les autorités ont cédé et ils veulent que l'avion se dirige vers Pyongyang. Aka vérifie quand même minutieusement la carte pour voir s'il n'y a pas une communication cachée. Il vérifie longuement, mais rien. Ça semble être une carte tout à fait banale. Mais pour autant, cette carte ne va pas vraiment changer la situation parce que les équipes au sol continuent de contrôler. L'avion ne semble vraiment pas prêt à redécoller. 10h57. Le bras de fer entre la tour de contrôle et les ravisseurs continue. Ils essaient de trouver toutes les excuses possibles pour ouvrir l'avion. Voilà, distribuer des plateaux repas, secourir une personne qui avait une maladie cardiaque au sein de l'avion. Vraiment, toutes les excuses sont bonnes. Ishida, lui, il est plus qu'exaspéré. Il doit gérer la pression en fait des deux côtés. Du côté des ravisseurs et du côté de la tour de contrôle. Il est vraiment entre les deux et il n'en peut plus. Il sent vraiment que les forces de l'ordre n'ont pas conscience à quel point il est dans une situation épineuse. Après un petit moment de calme, les véritables négociations commencent. On se croirait dans une salle des marchés, sauf qu'à la place des actions, ce sont des vies humaines qu'on échange ici. Après plusieurs heures, enfin, un compromis est trouvé. 13h35. En échange du redécollage de l'avion, la faction de l'Armée Rouge s'engage à libérer les femmes, les enfants et les personnes âgées. Au total, 23 personnes. Aka lève son katana et les otages fuient l'avion. On ne le voit pas sur ces images d'archives, mais en réalité cette libération n'est pas vraiment un soulagement pour les otages. Car pour la plupart, ce sont des familles qui sont déchirées. Des membres sortent de l'avion, mais la plupart restent à bord du vol 351. Les femmes et les enfants partent, pendant que les maris restent à bord de la prison de métal. Oui, vous ne rêvez pas.
pour ne rien arranger, toute cette prise d'otage, elle est retransmise en live. C'est tout le Japon qui a les yeux rivés sur leur télé pour voir comment ce premier détournement d'avion va se terminer. Mais il va y avoir un gros problème, parce que même après avoir libéré une partie des otages, eh bien les autorités empêchent toujours l'avion de décoller. Les équipes en dessous de l'avion prétendent qu'il y a encore des contrôles à faire et qu'ils n'ont pas encore terminé. Mais la vérité c'est que sans surprise, les autorités japonaises sont désespérées et ils veulent à tout prix garder l'avion ici et résoudre le problème au Japon, à l'intérieur des frontières nippones. Sauf que la crispation d'Aka et de ses hommes a atteint son paroxysme. Aka, fou de rage, saisit son sabre, se lève et va pour... Je passe le... On décolle! C'est Ishida qui vient de crier. Lui, il a compris qu'attendre une minute de plus, ce serait mettre sérieusement en danger la vie des passagers. Il prend alors la décision d'allumer les moteurs et de déplacer l'avion alors qu'il y a encore des équipes de maintenance au sol. Une fois de plus, ça va plaire aux ravisseurs. Les autorités japonaises sont obligées de céder et en vérité, je pense qu'Ishida vient de sauver énormément de vies. Et c'est comme ça que l'avion numéro 351 redécolle. 14h40. Cela fait pas loin d'une heure que le vol 351 se dirige vers Pyongyang. Les ravisseurs ont retrouvé leur calme et les passagers aussi. Ils ne savent pas ce qu'ils vont leur arriver une fois en Corée du Nord, mais ils sont contents d'avoir quitté Fukuoka et ce blocage. Dans le cockpit, toutefois, la tension est encore palpable. Ishida demande si Aka et sa faction ont prévenu les Nord-Coréens de leur arrivée et si oui, à quelle heure. C'est toi qui vas les prévenir. Le sang du pilote Ishida ne fait qu'un tour. Les ravisseurs ne se rendent vraiment pas compte de ce qu'ils viennent de dire. S'ils n'ont pas prévenu les Nord-Coréens, il n'y a aucune garantie qu'ils acceptent l'avion dans leur espace aérien. Même s'il s'agit d'un avion de ligne, l'accueil risque d'être quelque peu particulier. Ishida et son copilote se ruent vers leur radio pour essayer de contacter Pyongyang. Ils continuent d'appeler, ils répètent les appels, mais aucune réponse. En fait, il faut comprendre que leur inquiétude est largement justifiée. L'avion va survoler l'espace aérien de la Corée du Sud avant de passer à l'espace aérien de la Corée du Nord. Et donc, entre les deux, ils vont forcément passer par la DMZ. La DMZ, c'est la zone démilitarisée coréenne, et il existe une règle concernant cet espace aérien sur cette frontière, c'est qu'aucun avion n'est autorisé à voler sur l'espace aérien de la DMZ. Ce qui veut dire que si Ishida et son copilote n'arrivent pas à rejoindre par radio l'aéroport de Pyongyang, eh bien au mieux, ils se feront abattre, et au pire, ils déclencheront une guerre. Les minutes passent et la frontière se fait de plus en plus proche. Mais rien à faire du côté de Pyongyang, c'est le véritable silence radio. Ishida ne rêve pas, il vient de voir un avion de chasse passer juste à côté d'eux. Il redoute le pire. Soudain, des bruits d'impact de balles retentissent dans tout l'avion. La réaction ne se fait pas attendre, les passagers crient de panique et ils se protègent comme ils le peuvent. Après quelques secondes, l'assaut s'arrête, tout le monde se relève pour regarder autour de lui. Il n'y a pas de dégâts visibles, les balles n'ont pas transpercé la carlingue. Mais c'est bizarre, normalement avec les balles de celles d'un avion de chasse, l'avion devrait être un gruyère. Ils auraient alors utilisé des balles en caoutchouc, juste pour faire peur. Ishida reçoit ce message de la part des chasseurs nord-coréens, certes c'est en anglais, mais avec un fort accent coréen. Quoi qu'il en soit, c'est un soulagement, ils ont arrêté de considérer le vol 351 comme étant un ennemi. Dorénavant, Ishida et son copilote suivent simplement les directives des avions de chasse. Aka esquisse un sourire révélateur. Certes, il y a eu des embûches, des obstacles, mais là, il est sur la dernière ligne droite. 15h18. Le vol numéro 351 vient d'atterrir à Pyongyang. C'est une victoire totale des ravisseurs. Aka et ses hommes sont en joie, ils se ruent vers les hublots de l'avion et à la seule vue du drapeau nord-coréen, ils sont remplis de bonheur. Pour couronner le tout, il y a même des personnes qui sont sur la piste pour les accueillir. Ils ont dû avoir vent de l'affaire au Japon grâce aux médias et ils ont planifié tout un accueil rien que pour eux. Il y a des personnes avec des pancartes de bienvenue, des écoliers qui chantent des chants nord-coréens et il y a bien sûr tout un tas d'officiers militaires qui sont là pour les féliciter. Aka expulse sa joie, son objectif qui paraissait si inatteignable est aujourd'hui réalité. Aka est soudainement pris d'un sentiment désagréable. Certes, ils ont lutté à Fukuoka contre les autorités japonaises, mais elles les ont laissés partir. Et c'est tout. C'est si simple que ça. Il regarde par le hublot une nouvelle fois et il va remarquer une chose. Les drapeaux qui flottent dans tout l'aéroport sont certes celui de la Corée du Nord, les uniformes des soldats sont certes ceux de la Corée du Nord, les chants qu'ils entendent sont certes des chants nord-coréens, mais le travail n'a pas été fait parfaitement. Aka voit au loin le logo de l'entreprise britannique Shell. C'est absolument impossible de voir ceci en Corée du Nord. Et il n'y a qu'un seul pays au monde qui serait capable d'imiter aussi parfaitement et aussi rapidement la Corée du Nord. Il s'agit bien sûr de la Corée du Sud.
Le vol numéro 351 n'a pas atterri à Pyongyang mais à Gimpo, à Séoul, au cœur de la capitale sud-coréenne. En vérité, l'avion n'a jamais traversé la DMS. Il est resté dans l'espace aérien de la Corée du Sud pendant tout ce temps. Tout ceci n'était qu'une mise en scène et le plan a débuté ce matin même à 10h12. C'est lorsqu'Ishida a reçu la carte papier pour aller à Pyongyang qu'il a commencé à avoir des doutes. La carte avait certes l'air détaillée pour qu'une personne qui n'y connaisse rien se fasse avoir, mais un expert, lui, voit tout de suite que cette carte est totalement inutile. Pour vous donner une idée, elle ne sert pas plus qu'une carte issue d'un manuel scolaire. La suite du plan, c'était bien sûr d'envoyer des avions de chasse pour effrayer les ravisseurs, mais surtout pour leur faire croire qu'ils avaient franchi la DMS, la zone démilitarisée. Alors tout ça c'est vite dit, mais le niveau d'organisation et d'accord nécessaire pour tout ça est juste hallucinant. Tout ceci n'a été possible que grâce à deux choses. La première, c'est le temps qui a été durement gagné à l'aéroport de Fukuoka pour mettre en place la supercherie. Et le deuxième point, c'est la coopération éclair entre la Corée du Sud et le Japon. Mais c'est aussi à ce moment qu'intervient un nouvel élément pour perturber l'histoire. Il s'agit de la CIA. Effectivement, la CIA, donc le gouvernement américain, a joué son rôle dans cette affaire. Pourquoi? Eh bien c'est parce qu'il y avait parmi les passagers deux Américains. Notamment un où j'ai vu quelques sources qui disaient qu'il faisait partie de l'entreprise Pepsi, mais je ne suis pas totalement certain de cette info. Les États-Unis voulaient faire en sorte que cette personne reste bien en vie. Et c'est comme ça que ces trois pays ont travaillé main dans la main pour créer cette énorme supercherie avec tous les drapeaux nord-coréens à l'aéroport de Gimpo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toute l'ampleur de la machinerie qui a été nécessaire pour faire ça. Détourner l'avion de sa course vers Pyongyang et déguiser l'aéroport de Gimpo. Très sincèrement, je pense que le niveau de collaboration qu'il y a eu à ce moment-là n'est même plus possible aujourd'hui entre ces trois pays. Mais maintenant, la question la plus importante, c'est la suivante. Comment les pirates de l'armée rouge vont-ils réagir maintenant qu'ils ont découvert le poteau rose? La réponse ne va pas se faire attendre longtemps. Aka et ses hommes sont absolument fous de rage et ils décident vraiment que même si ça doit durer un mois, tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire aller à Pyongyang, ils garderont les otages. L'ambiance au ministère des Transports japonais est électrique, les téléphones sonnent dans tous les sens, ils sont alertés comme quoi le plan de déguisement de l'aéroport n'a pas fonctionné et maintenant les ravisseurs sont plus enragés que jamais. 20h37. Les moteurs ont été encore une fois coupés et la situation se répète comme à Fukuoka. À la seule différence que maintenant les passagers ont le droit à la climatisation. C'est un soulagement, mais pour le pilote Keishida, qui n'a été que partiellement mis au courant pour la supercherie de l'aéroport de Gimpo, eh bien il ne va pas oublier sa mission. Il va utiliser un gobelet en carton pour écrire discrètement des informations concernant les ravisseurs, leur nombre, leurs armes, leur position. Tout ce qui pourrait aider à débloquer la situation. Et pour transmettre ce gobelet, il va tout simplement le faire tomber depuis le cockpit jusque sur le sol. En espérant bien sûr qu'une personne au sol aura la bonne idée de le ramasser. Avec ces infos, les forces coréennes vont vouloir intervenir. Mais le ministre des Transports japonais va faire pression du mieux qu'il peut pour empêcher ça. Il a trop peur qu'une opération militaire coréenne occasionne des victimes chez les otages. Et du coup, on reste en statu quo. La situation ne bouge pas et c'est absolument insupportable pour tout le monde. Et peut-être surtout pour les passagers qui sont bloqués maintenant depuis 13 heures dans l'avion. Eux aussi finalement, ils réclament le fait de pouvoir aller à Pyongyang. Ils veulent en finir avec cette histoire. Tout est compliqué, les conditions de vie, la nourriture, le sommeil, les nerfs commencent à craquer. Il est minuit passé et Ishida va pour s'endormir sur son siège de pilote et c'est à ce moment-là qu'il va remarquer dans l'obscurité des soldats sud-coréens. Ils sont en train de braquer leurs armes vers le cockpit et pour l'instant, personne ne les aura remarqués à part Ishida. Il décide donc avant de s'endormir d'allumer la lumière. Ce serait dommage de se faire confondre avec un ravisseur à cause de l'obscurité. Ishida s'endort. Le jour se lève et encore une fois, rien n'a changé. Le 1er avril, durant la journée, les passagers ont atteint un nouveau stade, celui de la résignation. Cette prise d'otage est aussi physique que mentale. Ils ne peuvent pas se lever de leur siège, ils sont ligotés, ils sont attachés, ils sont dans les mêmes vêtements depuis maintenant 2 jours. Ils en ont juste marre, ils en peuvent plus. Mais heureusement, à la nuit tombée de ce second jour, le gouvernement japonais va prendre une décision très importante. S'il libère les otages, les ravisseurs ont l'autorisation d'aller à Pyongyang. Et cette manœuvre a été validée par les Nord-Coréens eux-mêmes. Pour Aka, c'est trop demandé. S'il libère tous les otages, il n'a aucune garantie de pouvoir décoller sain et sauf. Alors pour la énième fois, la situation reste bloquée malgré cette proposition et on arrive au 3e jour de détention. 2 avril 1970. Alors, je vais essayer de vous retranscrire à quel point la situation est tendue. Dans l'avion, les passagers sont à bout, ils sont au bout du bout, mais la faction de l'armée rouge est aussi exaspérée, mais à un point que, à la moindre contrariété, elle menace de faire exploser l'avion.
De leur côté, les autorités japonaises essayent de faire valider le deal tant bien que mal, mais ça coince. Et dernier point, il ne faut surtout pas oublier que les Japonais ne sont pas chez eux, ils sont en Corée du Sud. Et en Corée du Sud, ce sont les Sud-Coréens qui décident. Et ces derniers, ils menacent d'agir militairement si les ravisseurs n'acceptent pas de relâcher les otages. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on arrive à la fin. C'est clair que d'ici quelques heures, tout pourrait se terminer en un bain de sang. Et l'homme qui veut peut-être le plus éviter ce scénario, c'est Yamamura Shinjiro. Il s'agit du vice-secrétaire d'État du ministère des Transports, et il a une solution pour libérer les otages. Et cette solution, il pense que l'armée rouge ne pourra pas la refuser. Il va se livrer de lui-même aux ravisseurs en l'échange de la libération de tous les otages. Et par ce même temps, l'avion sera autorisé à décoller à Pyongyang avec lui à bord. Aka et ses hommes, quand ils entendent cette proposition, ils vont se concerter. Ça va prendre du temps, encore une fois, mais ils acceptent. Après tout, eux aussi, ils n'en peuvent plus de cette situation stagnante. Les passagers sont ravis, ils n'y croyaient même plus. Yamamura, lui, se prépare au pire. Peut-être ne reverra-t-il plus jamais sa famille, nul ne le sait encore. 3 avril 1970. Les otages sont enfin libérés. Vous n'imaginez pas le bonheur qu'ils ont de ressentir de l'air frais remplir leurs poumons. Mais l'heure fatidique de l'échange arrive. Pendant que Yamamura est en train de monter les marches, il a une pensée pour ses deux filles de 2 et 4 ans. L'échange se déroule bien et les portes de l'avion numéro 351 se referment. Ça y est, maintenant il est dans la prison de métal, et il est temps pour l'avion de décoller vers Pyongyang, enfin. A partir de là, les informations que nous avons en notre possession sont beaucoup moins certaines. Cela est dû par le fait qu'elles ont été transmises majoritairement par la Corée du Nord. Mais visiblement, l'avion numéro 351 a été plutôt bien accueilli à Pyongyang, et il n'a été fait aucun mal au vice-secrétaire d'État. Aka et ses hommes ont pu enfin sortir de l'avion eux aussi, et ont été accueillis en Corée du Nord. Mais la prise d'otage n'est pas encore totalement terminée. Il faut encore que Ishida, son copilote, le secrétaire d'État et l'avion en lui-même rentrent au Japon. Et c'est 122 heures après avoir décollé de Haneda que le vol numéro 351 retourne sur le sol japonais. Et bien sûr, Ishida, son copilote et le vice-secrétaire d'État ont été accueillis en héros au Japon. Personnellement, je trouve le bilan quand même assez mitigé. Certes, il n'y a eu aucun mort, aucun blessé et tout s'est déroulé à peu près comme il le fallait, mais les ravisseurs, eux, s'en sont tirés pleinement. C'est-à-dire qu'ils sont en Corée du Nord, ils n'ont pas été jugés et du coup, ça s'est arrêté là. D'une certaine manière, leur objectif d'aller en Corée du Nord a été accompli et l'objectif du Japon de n'avoir aucune victime a été rempli aussi. Mais finalement, avoir aucune victime, c'est sûrement ça le plus important. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire. Pfiou, elle était vraiment très impressionnante pour moi. J'espère vous retrouver juste après avec l'histoire de la secte Aum sur Audible et le bilan risque d'être assez différent. C'est avec le lien dans la description, vous avez 2 mois gratuits sans engagement, vous êtes tranquille, en plus si vous rappelle, vraiment c'est nickel. Pour vous c'est gratuit et pour moi ça me soutient. Que ce soit sur ce projet mais aussi pour un futur projet voilà, d'une série vidéo sur Prime Video, ça ferait plaisir. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à tout de suite. Tchuss.